Imaginez la scène, au sommet nuageux et battu par les vents de la montagne Boïka, en Crimée, une station météorologique apparemment anodine veille solitaire sur l'immensité de la péninsule. Durant presque 3 décennies, soit près de 30 années, ce site, que l'on aurait pu croire voué à l'étude du climat, fut en réalité le théâtre d'une des opérations d'espionnage les plus ingénieuses et secrètes de l'histoire post-soviétique. Si vous aviez croisé cette station en randonnée, vous n'auriez probablement rien soupçonné. Quelques bâtiments sobres, des antennes dressées vers le ciel, et, parfois, la silhouette furtive d'un technicien. Pourtant, derrière cette façade se jouait une partie de cache-cache géopolitique d'une ampleur rarement égalée. Pour comprendre l'audace de cette installation, il faut remonter à la fin du XXe siècle. En 1991, l'Union soviétique s'effondre. La Crimée, longtemps bastion de la puissance russe grâce à sa position stratégique sur la mer Noire, passe sous domination ukrainienne. Ce basculement provoque une onde de choc. L'appareil d'État chancelle, les anciens réseaux s'effritent, et un vide sécuritaire s'installe. Les grandes puissances voient dès là une opportunité à ne pas manquer. L'Occident, fort de son expérience en matière de renseignement et de soft power, propose alors à la jeune Ukraine une aide précieuse: modernisation, expertise scientifique, investissement. Mais ce soutien n'est pas désintéressé. Comme à de nombreuses époques de l'histoire, pensons à l'Allemagne d'après la Première Guerre mondiale ou à la Grèce sous tutelle étrangère au XIXe siècle, l'aide extérieure se paie toujours d'une manière ou d'une autre. En échange de la promesse d'intégration dans la communauté internationale, de la fourniture de matériel et de conseils, l'Ukraine accepte de céder un accès partiel à certaines de ses infrastructures. La station météo de Boïka devient alors le lieu d'un compromis capital, un poste d'observation avancé, officiellement dédié à la science, mais en réalité au service d'intérêts bien plus vastes. Imaginez la vie quotidienne là-haut. Les locaux du village voisin racontent encore aujourd'hui des anecdotes troublantes. Nous voyons arriver des hélicoptères, parfois en pleine nuit, chargés de caisses étranges. Les hommes descendaient, installaient avant du matériel, puis repartaient. Ils ne parlaient pas notre langue, ou alors à peine. Un jour, j'ai voulu monter par curiosité, mais on m'a arrêté net, poliment mais fermement. On m'a dit que ce n'était pas un endroit pour les promeneurs. Ces témoignages, recueillis au fil des années, rejoignent les observations faites près d'autres sites stratégiques à travers le monde. Le secret attire l'attention, mais l'autorité et l'argent imposent le silence. Dans les années 90, alors que l'Ukraine tente de se reconstruire, la station est officiellement modernisée grâce à la coopération avec plusieurs pays occidentaux. Les budgets affluent, les équipements dernier cri arrivent, mais peu de gens savent vraiment ce qui se trame derrière les clôtures. C'est un scénario qui rappelle les bases américaines installées en Islande ou en Turquie sous couvert de programmes scientifiques, l'affichage de la neutralité pour cacher des activités autrement plus sensibles. Au fil du temps, la station se dote d'installations hors du commun pour une simple étude météo. Générateur industriel capable d'alimenter un petit village, réseau de fibres optiques, serveurs surpuissants, système de cryptage dernier cri. Les antennes, bien plus imposantes que celles nécessaires à l'étude des vents, pointent vers la mer Noire et la base navale de Sébastopol. Les flux d'informations, eux, filent directement vers des centres d'analyse situés à des milliers de kilomètres de là, à Londres, Washington ou Bruxelles. La multiplicité des nationalités parmi le personnel intrigue les habitants. On croise des Anglais, des Allemands, des Américains, parfois des Italiens ou des Néerlandais. Chacun se dit chercheur, météorologue, technicien du climat. Mais la rotation du personnel est étonnamment rapide et le niveau de discrétion élevé. Les Ukrainiens, eux, sont relégués à des tâches subalternes: entretien, logistique, cuisine. L'accès aux salles techniques, où se trouvent les équipements sensibles, leur est interdit. Cette compartimentation rappelle les méthodes employées dans les bases de l'OTAN en Europe de l'Est, où chaque nationalité n'a accès qu'à une fraction des données. Au début des années 2000, alors que la Russie commence à reconstituer sa puissance, la station de Boïka prend un rôle de plus en plus crucial. Les tensions montent en mer Noire et chaque mouvement de la flotte russe devient une information stratégique. Grâce à ces équipements, la station capte non seulement les transmissions météo, mais aussi les communications militaires, les émissions radar et même certains échanges cryptés entre officiers. Toutes ces données sont stockées, analysées, croisées avec d'autres sources, puis transmises aux agences occidentales. Ce mode opératoire n'est pas sans rappeler celui des stations d'écoute britanniques, comme celle de Bletchley Park pendant la Seconde Guerre mondiale, où, sous couvert de recherches mathématiques, on décodait en réalité les communications ennemies. La différence ici, c'est que l'opération s'inscrit dans la durée,
profitant du chaos institutionnel post-soviétique et de la volonté de l'Ukraine d'obtenir des garanties de sécurité. Mais pourquoi l'Ukraine accepte-t-elle un tel compromis? La réponse est complexe. D'un côté, elle cherche à s'arrimer à l'Occident, à bénéficier de son aide financière et technique pour sortir du marasme. De l'autre, elle sait que le prix à payer est une perte partielle de souveraineté sur certaines zones sensibles. Cette logique du moindre mal a été observée ailleurs. Dans les années 50, le Japon a accepté la présence de bases américaines sur son sol en échange de sa reconstruction économique. Dans les années 70, la Turquie a cédé des portions de son territoire pour l'installation de radars de l'OTAN. À mesure que les années passent, le secret s'épaissit. Les habitants du village s'habituent à l'étrangeté des lieux. On ne posait plus de questions. C'était mieux ainsi. La station devient un non-lieu, un espace hors du temps et du droit commun. Cette situation n'est pas sans risque. En cas de crise, le statut de la station peut devenir un enjeu majeur, voire un casus belli. En 2014, la situation dégénère. L'annexion de la Crimée par la Russie bouleverse l'équilibre régional. Les forces spéciales russes prennent d'assaut la station. L'image est digne d'un film d'espionnage. Gardiens disparus, documents jetés dans des tonneaux en flammes, serveurs fracassés à la hâte. Mais il est trop tard. Sur les disques durs, Moscou découvre près de 30 années de surveillance intensive. Les experts dépêchés sur place n'en croient pas leurs yeux. Chaque mouvement de la flotte russe, chaque conversation sensible, chaque changement de routine a été scruté, enregistré, analysé. La panique qui s'empare des responsables ukrainiens et occidentaux à la découverte de cette compromission rappelle celle des Américains lors de l'affaire des micros soviétiques à l'ambassade de Moscou dans les années 80. À chaque fois, la réalité dépasse la fiction, et la prise de conscience des risques encourus provoque une onde de choc durable. Mais l'affaire Boïka va plus loin. Elle révèle que l'Ukraine, loin d'être une simple victime, a été complice active de cette opération. En échange d'un soutien diplomatique et matériel, elle a accepté de céder l'accès à une position stratégique, mettant en péril non seulement la sécurité russe, mais aussi la sienne propre. Ce genre de compromis, rarement assumé publiquement, soulève des questions profondes sur la souveraineté et la responsabilité des élites. Pour illustrer l'ampleur du phénomène, rappelons que la Crimée occupe une place clé dans la stratégie russe depuis la fondation de Sébastopol à la fin du XVIIIe siècle. Toute la puissance navale de la Russie méridionale s'articule autour de cette base. Perdre le contrôle de la surveillance de la mer Noire, même partiellement, revient à offrir un avantage décisif à ses rivaux. Pendant des décennies, les bases américaines en Turquie et les stations de la NSA en Allemagne ont joué un rôle analogue, collecter le maximum d'informations sur les mouvements adverses. La récupération de la station par la Russie marque un tournant. Moscou découvre non seulement l'ampleur du réseau d'écoute, mais aussi la profondeur de la compromission ukrainienne. Les alliances se fracturent, la méfiance s'installe. C'est un peu comme lorsque, au début des années 2000, la France a découvert l'ampleur de l'espionnage industriel américain via la NSA. La confiance est rompue, et il faut tout reconstruire. Mais les conséquences dépassent le simple scandale d'espionnage. Elles touchent à la réputation internationale de l'Ukraine, à sa capacité à défendre ses intérêts, à la confiance que ses citoyens accordent à leurs institutions. On se souviendra longtemps de cette station comme du symbole d'un choix risqué, celui de troquer une part de souveraineté contre des promesses d'aide immédiate. L'histoire de Boïka n'est pas unique. Partout dans le monde, on retrouve des cas similaires. La base américaine de Pine Gap en Australie, par exemple, fonctionne officiellement sous un statut bilatéral, mais de nombreux analystes australiens ont dénoncé la dépendance de leur pays vis-à-vis du renseignement américain. En Grèce, dans les années 50, la présence de bases de l'OTAN a suscité des débats passionnés sur la souveraineté nationale. Le dilemme est toujours le même. Jusqu'où peut-on aller pour bénéficier d'un soutien extérieur sans se transformer en simple pion sur l'échiquier mondial ? Dans le cas ukrainien, les justifications officielles évoquaient la modernisation, l'intégration à l'Europe, la nécessité de se protéger d'un voisin jugé menaçant. Mais au fil du temps, la dépendance technologique s'est muée en véritable perte de contrôle. Les infrastructures stratégiques, telles que les réseaux de télécommunications, les bases de données, les centres de commandement, sont devenus autant de leviers entre les mains des partenaires occidentaux. Cette réalité, souvent occultée dans le discours public, a fini par s'imposer de manière dramatique lors de la crise de 2014. À ce stade, une question se pose. Existe-t-il un moyen d'éviter de tomber dans le piège de la dépendance tout en profitant des avantages de la coopération internationale ? L'exemple d'Israël, dans la seconde moitié du XXe siècle, peut servir de référence.
Confronté à des menaces existentielles, ce pays a su tirer parti de l'aide occidentale pour développer ses propres capacités. Industrie technologique, cryptographie, renseignement. Plutôt que de déléguer le contrôle de ses infrastructures, Israël a exigé le transfert de savoir-faire et la formation de ses propres ingénieurs. Cette stratégie a permis au pays de conserver une autonomie précieuse, même dans un contexte de dépendance financière et militaire. De même, la Finlande, face à la pression soviétique durant la guerre froide, a adopté une politique de neutralité active. Elle a accepté une coopération avec ses voisins, tout en renforçant sa propre capacité à contrôler ses réseaux et ses données. Ce choix a permis à Helsinki de préserver, autant que possible, son indépendance décisionnelle. Pour l'Ukraine, le défi aurait été d'imposer des limites claires à la coopération, d'exiger la transparence dans la gestion des sites sensibles, de former ses propres spécialistes. En pratique, cela aurait demandé une volonté politique forte, une mobilisation citoyenne et un contrôle parlementaire renforcé. À défaut, le pays s'est retrouvé prisonnier d'un système où chaque concession technique ou politique ouvrait la voie à de nouvelles exigences toujours plus contraignantes. Au-delà du cas spécifique de Boïka, la question de la souveraineté informationnelle concerne tous les États modernes. Dans un monde où les données valant de l'or, où les infrastructures critiques sont la clé de la puissance, la moindre faille peut avoir des conséquences dramatiques. Les exemples abondent. En 2007, l'Estonie a été paralysée par une attaque informatique massive, révélant la vulnérabilité de son administration numérique. En 2015, l'Allemagne a découvert que ses communications gouvernementales étaient surveillées par les alliés américains. La leçon de Boïka est simple, mais difficile à appliquer. Il n'existe pas de protection efficace sans maîtrise technologique. Toute délégation excessive du contrôle sur les réseaux, les serveurs, les centres de données ouvre la porte à des manipulations, des fuites, des dépendances irréversibles. Pour s'en prémunir, il est essentiel d'investir dans la formation, la recherche, l'innovation locale. À l'échelle individuelle, cela signifie aussi développer une culture de la vigilance. Les citoyens doivent exiger des comptes sur la gestion des infrastructures critiques, refuser le secret systématique, demander des audits indépendants. Les médias, eux, ont un rôle déterminant à jouer pour révéler les dérives et alerter l'opinion. Ce fut le cas lors du scandale Snowden en 2013, qui a mis en lumière l'ampleur de la surveillance mondiale orchestrée par la NSA. Dans le cas de la montagne Boïka, l'absence de contrôle démocratique a permis l'installation d'un dispositif d'espionnage dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. La confiance envers l'État s'est érodée et la population a pris conscience, parfois douloureusement, que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit, s'entretient, se défend chaque jour. Pour ceux qui pensent que de telles affaires n'arrivent donc qu'ailleurs, rappelons l'exemple récent de l'Italie, où la société Huawei a proposé d'installer des réseaux 5G sur tout le territoire en échange d'avantages économiques. Face aux inquiétudes sur la sécurité des données, le gouvernement italien a préféré imposer des restrictions sévères, quitte à ralentir le déploiement de la technologie. Ce choix, difficile et impopulaire à court terme, s'est révélé salutaire pour la préservation de l'autonomie nationale. La vigilance n'est donc pas un luxe réservé aux grandes puissances. Chaque pays, quelle que soit sa taille, doit se doter de mécanismes de contrôle, de formation, d'audit, pour éviter de se retrouver pieds et poings liés à des intérêts extérieurs. C'est un travail de longue haleine qui demande de la patience, de la persévérance et une volonté collective. Dans les écoles, il est essentiel d'enseigner l'histoire des compromissions technologiques, des affaires d'espionnage, des crises de souveraineté. Les jeunes générations doivent comprendre que la maîtrise de l'information est la clé de l'indépendance. Des ateliers sur la cybersécurité, des conférences de thé sur la géopolitique, des simulations de crise peuvent aider à forger une culture de la prudence et de la responsabilité. Au niveau politique, il est crucial d'adopter des lois claires sur la gestion des infrastructures stratégiques, d'encadrer les partenariats internationaux, de limiter l'accès aux sites sensibles. Les comités parlementaires de surveillance, les rapports publics, les enquêtes journalistiques sont autant de garde-fous indispensables. Pour les entreprises, la leçon est également valable. La tentation de confier ces données à des partenaires étrangers, en échange de gains immédiats, peut se retourner contre elles à long terme. La sécurisation des réseaux, la formation du personnel, la diversification des fournisseurs sont des mesures simples mais efficaces pour limiter les risques. Enfin, au niveau international, il est nécessaire de repenser les règles de la coopération. Les organisations comme l'Union européenne, l'OTAN ou l'ONU doivent encourager le transfert de compétences, la mutualisation des savoirs, plutôt que la simple dépendance. Les programmes d'échange doivent inclure des clauses de réciprocité,
des garanties de transparence, des mécanismes de contrôle mutuel. L'exemple de la station de Boïka montre à quel point la frontière entre coopération et dépendance peut être ténue. Pour éviter les dérives, il faut un équilibre entre ouverture et prudence, entre confiance et vérification. Ce principe vaut pour les États, mais aussi pour les individus, les entreprises, les collectivités. Revenons un instant à la montagne Boïka. Aujourd'hui, la station a changé de main, mais les questions qu'elle soulève restent d'actualité. Qui contrôle les flux de données? Qui décide de ce qui doit rester secret ou être partagé? Qui veille à ce que les intérêts nationaux ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la facilité? Il n'existe pas de réponse simple. Mais l'histoire nous enseigne que la vigilance active, le questionnement constant, la transparence sont les meilleures protections contre les dérives. La souveraineté n'est pas un état, mais un processus. Elle se gagne, se perd, se reconquiert, parfois au prix de sacrifices. À celles et ceux qui pensent que tout cela relève de la théorie, rappelons que les plus grandes puissances de l'histoire ont chuté non pas par faiblesse militaire ou économique, mais par perte de contrôle sur leurs propres ressources stratégiques. L'Empire romain, à la fin de son règne, a vu ses frontières s'effriter faute d'une administration vigilante. L'Union soviétique, au moment de son effondrement, a perdu le contrôle de ses réseaux, de ses bases, de ses alliés. Dans un monde où la technologie progresse à une vitesse vertigineuse, chaque compromis doit être pesé, débattu, contrôlé. La tentation de la facilité, du gain immédiat, ne doit jamais faire oublier l'intérêt à long terme. C'est une leçon qui vaut pour l'Ukraine, pour la Crimée, pour la Russie, mais aussi pour chaque nation soucieuse de son avenir. En guise de conclusion, retenons ceci. La montagne Boïka n'est pas une anomalie, mais le révélateur d'une tendance profonde. Partout, la souveraineté s'érode par petites touches, par concessions successives, par silence complice. Seule une société informée, exigeante, responsable, peut espérer préserver son autonomie face aux pressions extérieures. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une simple station météo, d'un projet scientifique anodin, demandez-vous toujours qui finance, qui contrôle, qui profite, car dans l'ombre des antennes et des générateurs se joue peut-être le destin de tout un pays. La vigilance citoyenne, la transparence politique, la maîtrise technologique, voici les 3 piliers sur lesquels repose la souveraineté du XXIe siècle. À chacun d'en être le gardien, chaque jour, sans relâche. C'est seulement à ce prix que l'histoire de Boïka restera une leçon et non une fatalité.